Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Des grosses news cette semaine-ci avec notamment CrowdStrike qui a basiquement briqué plus de 8 millions de PC dans le monde et beaucoup de ces PC étaient des PC professionnels qui par exemple contrôlaient des écrans d'affichage ou même qui étaient utilisés dans des aéroports. Donc il y a eu énormément de problèmes à cause de ça, on va en parler. On a aussi une news follow-up par rapport à Intel, parce qu'ils ont enfin répondu officiellement et ils ont trouvé la source des problèmes avec leur processeur, enfin selon eux, donc ça on va voir. Et puis plein d'autres petites news en tout genre. Vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. N'hésitez pas à sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Commençons tout de suite. Et par commencer tout de suite, on va commencer tout de suite par rappeler le fait que j'ai un doc de vente, pour ceux qui ne savent pas. J'accumule des produits tech au fil des années, on m'envoie des exemplaires de tests et tout ça. Et certains de ces produits tech, traînent sur une étagère parce que franchement, je n'ai aucune utilité pour les utiliser. Par exemple, j'ai plein de claviers, j'ai plein de micros, mais je ne sais pas utiliser plusieurs micros à la fois, ça ne sert à rien. Donc, j'ai mis à jour le doc de vente parce que j'ai refait un petit peu l'inventaire de trucs que je n'avais plus besoin. Donc, si vous voulez, si vous êtes intéressé, il y a genre un clavier, il y a un micro, il y a aussi une caméra, enfin deux caméras, donc ça pourrait être intéressant pour quelqu'un. Il y a même un Atem Mini Extreme. Non, c'est même pas le Mini, c'est l'Atem. Non, si c'est le Mini, mais c'est le gros avec 8 entrées. Donc si quelqu'un en a besoin, voilà, ça m'arrangerait de ne plus l'avoir sous la main, parce qu'il prend de la poussière là, et j'aimerais bien que quelqu'un l'utilise pour faire quelque chose d'intéressant avec, y compris pour les caméras en vrai. Donc oui, n'hésitez pas, vous avez le doc de vente dans la description, de préférence des gens en Belgique, mais ça va aussi si vous êtes dans le reste de l'Union européenne. C'est à peu près la même chose pour envoyer en France que pour envoyer en Allemagne, par exemple. Mais si vous êtes en dehors de l'Union européenne, par contre, oui, ça ne vaut pas la peine au niveau des frais de port, ça va être juste abusé. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder et commençons vraiment le Texama Show cette fois-ci. Commençons par l'énorme news en rapport avec CrowdStrike qui est arrivé le 19 juillet et c'est une news évidemment massive, je pense que vous avez tous entendu parler. Donc on va résumer ici, on va parler de qui est vraiment responsable, qui n'est pas responsable parce qu'il faut en parler et surtout les conséquences qui sont massives derrière. Donc le 19 juillet, CrowdStrike a décidé de tout simplement mettre à jour un de leurs logiciels. C'est une suite de sécurité appelée Falcon. C'est une suite de sécurité qui est surtout utilisée par les entreprises. C'est donc aussi pour ça que très peu de particuliers ont été vraiment affectés par ça. Et en faisant cette mise à jour, ils ont basiquement briqué un fichier système, donc un fichier .6 sur Windows. Et les fichiers système, évidemment, quand il y a des problèmes avec, ça peut causer d'énormes problèmes. Et là, le problème que ça a tout simplement causé, c'est que certains PC démarraient sur un écran bleu et refusaient totalement de fonctionner. Alors, directement, les gens ont accusé Microsoft parce que écran bleu, Microsoft, tout le tralala. En plus, la nuit du 18 juillet au 19 juillet, Microsoft a eu des problèmes avec leur service en ligne Azure, qui est un petit peu leur cloud service. Et donc, les gens ont juste se sont dit ah ben il y a eu des problèmes avec Azure pendant la nuit, ça doit être à cause de ça, alors que non, pas du tout. C'était juste une mauvaise coïncidence pour Microsoft. Ici vraiment, la responsabilité tombe sur CrowdStrike. Ils ont juste poussé une mise à jour sans trop la vérifier suffisamment et ça a causé ces PC d'être totalement briqués. Parce que oui, ils sont briqués. Maintenant, vous avez plus de 8 millions de PC et il y en a certains encore à l'heure actuelle qui n'arrivent toujours pas à démarrer. Donc là, on a un petit peu justement une news par rapport à ça. Ils ont dit, alors le premier fixe qu'ils ont indiqué, c'est que ils ont juste proposé aux gens de juste, ou plutôt ils ont indiqué aux gens d'essayer de redémarrer genre 15 fois le PC, et si ça ne marchait toujours pas, il y avait d'autres solutions plus compliquées. Ils ont aussi sorti un outil de récupération USB pour aider justement les entreprises affectées à pouvoir remettre ces PC en ligne. Et du coup, justement, parlons des conséquences, parce que là, elles sont massives. Comme j'ai dit, la plupart des gens normaux n'ont pas vraiment été affectés, ou en tout cas indirectement, parce que ce logiciel Falcon est surtout utilisé sur des PC professionnels, ou plutôt même des PC qui appartiennent à des grosses entreprises. Donc c'était surtout par exemple des compagnies aériennes, des banques, des compagnies publicitaires qui avaient des panneaux publicitaires même à New York qui ont été affectés. Et c'était à peu près partout dans le monde. Mais évidemment, tous les clients de ces entreprises ont été évidemment affectés, notamment les compagnies aériennes qui avaient ce problème-là. Vous avez des centaines de vols qui ont été tout simplement retardés ou même annulés, ce qui forcément a coûté énormément d'argent à ces entreprises, mais aussi pour les banques. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à faire de paiement avec leur carte, donc c'est pour dire. Énormément de soucis là-dessus, et ça a juste montré aussi certaines faiblesses, on peut dire, de certains systèmes où juste, oui, vous avez quelques PC qui ont juste une mauvaise mise à jour et hop,
il n'y a plus rien qui fonctionne. Ce qui fait assez peur. Dans tous les cas, ça va coûter extrêmement cher. Ça a déjà été évalué, la perte, à plus de 20 milliards de dollars, mais ça va continuer d'augmenter. Genre, c'est beaucoup plus que ça. Et le truc, c'est que CrowdStrike est assez bien responsable. Donc, c'est certainement eux qui vont se choper beaucoup de décisions en justice, d'attaques en justice de la part de ces énormes entreprises qui ne sont réellement pas du tout contentes. Deuxième grosse news de la semaine, c'est le fait que Intel aurait finalement trouvé enfin le problème qui affecte les 13e et 14e générations de Core Intel, notamment les Core i7 et Core i9 de ces deux générations-là. Les Core i5 sont moins affectés. Du coup, il y a eu beaucoup de choses par le passé qui ont été pointées du doigt qui auraient pu causer problème. Et finalement, c'était bien l'une d'entre elles. C'est le fait que selon Intel ici, le microcode qui était dans le processeur, donc si vous ne savez pas, vous avez le BIOS qui gère la carte mère et tout ce qui se passe sur le PC, mais vous avez aussi un microcode qui est sur le processeur en tant que tel qui lui dit « Hey, tu t'appelles comme ça, tu dois fonctionner comme ça ». Donc c'est littéralement en quelque sorte un BIOS dans le BIOS qui existe seulement sur le processeur. Ce microcode peut être mis à jour à travers la carte mère, donc tenez-en compte, ça peut être fixé. Et du coup, ce microcode avait un problème qui faisait que, oui, le processeur demandait un voltage, mais à cause d'une erreur dans ce microcode, le voltage qu'il recevait en échange n'était pas du tout correct, ce qui causait des voltages beaucoup plus hauts et donc menait à des instabilités, mais surtout une dégradation accélérée du silicium utilisé dans ces processeurs. Parce que le gros problème de dégradation du silicium dans un processeur, c'est juste un voltage trop haut, une consommation trop haute ou une chauffe trop haute pendant longtemps. C'est ça qui peut vraiment les dégrader. Et donc ici, c'est totalement ce qui arrivait. C'est pour ça que certains processeurs étaient stables au début et puis devenaient de plus en plus instables parce qu'ils se dégradaient littéralement, ils se détruisaient de l'intérieur. Donc ça, c'est ce qu'a dit Intel. Selon eux, c'est ce qui a vraiment posé problème ici. Et selon eux, une mise à jour du coup de ce microcode peut fixer ce problème-là. En tout cas, pour les processeurs qui sont encore stables à l'heure actuelle, si votre processeur est déjà instable ou même très instable, oui, peut-être que ça pourrait mitiger en partie le problème, mais il y a de fortes chances qu'il soit juste trop dégradé. Donc, il va y avoir une mise à jour BIOS, certainement, qui inclut cette mise à jour de microcode. Donc, vérifiez pour votre carte mère, surtout si vous êtes affecté. En attendant, avant que ça ne sorte, je vous conseille fortement de undervolter votre processeur. Ça permettra de mitiger le problème. Je connais par exemple quelqu'un, c'est ML, qui fait du stream sur notamment Minecraft modé. Lui aussi, il a un Core i9, si je me souviens bien, et il a undervolté pour régler le problème, et ça a marché. Donc je sais que ça peut aider justement certaines personnes, donc faites-le. Même si le BIOS va sortir bientôt, ça ne fait pas de mal, parce que, encore une fois, il y a une dégradation des processeurs qui se fait. Et là, maintenant, recommandation. Quand ce BIOS va sortir, je ne sais pas quand exactement, ça va peut-être prendre du temps pour certaines cartes mères. Quand il va sortir, installez-le tout de suite et faites des tests de stabilité. Surtout dans les jeux où vous aviez des problèmes d'instabilité, ou juste faites des tests de stabilité pour être sûr, quoi. Si vous avez la moindre instabilité après la mise à jour BIOS, surtout sans avoir le XMP ou autre chose activé, je vous le dis directement, contactez le service client Intel et demandez une solution, un remplacement ou autre chose. Parce qu'il y a de fortes chances que, oui, vous avez une dégradation physique de votre processeur qui ne pourra pas être remise en arrière. Donc, voilà ma recommandation. Maintenant, un autre truc, c'est que Intel a posté ça. Et puis après, sur Reddit, ils ont posté plus d'informations sur un deuxième problème qui est réellement arrivé, que notamment Gamer Nexus avait parlé dans une vidéo, et c'est le fait qu'ils avaient un problème aussi d'oxydation sur certains processeurs. C'est un problème qui est apparemment arrivé en 2023, donc pas en 2024, donc c'est des plus anciens processeurs qui seraient affectés, mais ce serait toujours la 13e et 14e génération. Et en gros, pendant la fabrication de ces processeurs, vous avez des couches. Un processeur, c'est plein de couches l'une par-dessus l'autre, hein, surtout dans le morceau de silicium qui fait contact avec la carte mère. Vous avez, dans l'espèce de PCB en quelque sorte, du coup, vous avez plusieurs couches l'une en dessous de l'autre. Et pour séparer ces couches, notamment de cuivre, qui conduisent le signal électrique, ils utilisent une matière, je ne sais plus exactement ce que c'est, je vais être très honnête, mais dans tous les cas, cette matière est faite pour isoler les tracés en cuivre.
Donc c'est très important. Mais vous avez un problème d'oxydation qui fait que, en gros, oui, cette matière s'oxyde et en s'oxydant, elle devient en partie conductrice ou en tout cas, elle laisse passer l'électricité d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça que ça fait littéralement des problèmes entre les différentes couches et peut mener à des instabilités. Euh, Selon Intel, ce problème est réglé, donc il faut en tenir compte. Mais quand même, certains des processeurs qui ont des problèmes, soit ils ont le problème de microcode, ou soit justement ils ont ce problème d'oxydation. Ça peut être tout à fait possible. Alors selon Intel, c'est juste un très petit pourcentage de processeurs, mais quand même. Donc juste pour redire encore une fois, moi c'est ce que je conseille. Et ils ne le disent pas dans le post ici, c'est toujours mon conseil à moi. Mais techniquement, ils l'ont mis dans leur post que les clients pouvaient toujours contacter le support client sans dire vraiment pourquoi, mais selon moi, c'est un sous-entendu de ils vont quand même remplacer le processeur. Mais dans tous les cas, oui. Dès que le BIOS est sorti, que vous l'avez installé, testez la stabilité. Si c'est toujours pas stable, demandez un remplacement de votre processeur. Et c'est pour tous les processeurs vraiment Core Intel de 13e et 14e génération. Même si vous avez un 13604, c'est possible qu'il se soit dégradé lui aussi s'il y avait un problème de voltage ou autre chose. Même si on en a vu beaucoup moins que les i7 et i9, c'est quand même possible. Donc moi je ne prendrais pas de risque. Surtout que vous êtes client, vous avez acheté ces processeurs, c'est le minimum qu'Intel peut faire. Ensuite, on a une petite news update très rapidement sur le CMF Phone de chez Nothing. Je vous rappelle, j'en avais parlé, il me semble, oui, la semaine dernière. Et c'est un téléphone assez abordable, 199 € dans sa version de base, qui est selon moi plutôt raisonnable, qui a un arrière qui peut être remplacé très facilement. Et du coup, la question qu'on se posait tous, je pense beaucoup de gens sur Internet, c'est est-ce que si l'arrière est remplaçable, est-ce que c'est facile d'accéder à la batterie et tout ça? Et la question est oui et non. Vous avez Jerry Rig Everything qui a fait une vidéo, excellente chaîne YouTube, il s'amuse à basiquement démolir des smartphones pour voir à l'intérieur et c'est plutôt intéressant de voir comment c'est conçu et surtout voir si c'est facilement réparable. Et ce qu'il a trouvé, c'est que évidemment vous avez une sorte de... Vous avez des plaques un peu décoratives à l'arrière ici du CMF Phone qui cachent un petit peu les composants. Et si vous les enlevez, c'est pas très compliqué. Vous avez accès un petit peu notamment à la batterie. Le truc, c'est qu'il y a quand même... alors vous avez une pull tab, comme ça s'appelle. Vous avez ce truc-là en plastique sur le côté ici qui permet de juste prendre et de détacher la batterie. Donc c'est toujours possible de l'enlever, mais... Voilà, ils ont manqué un petit peu l'occasion ici de faire comme les smartphones de voilà, plus d'une dizaine d'années, où on pouvait littéralement juste enlever l'arrière en plastique, littéralement retirer la batterie, mettre une autre et juste continuer comme si de rien n'était. C'était extrêmement pratique, surtout pour les gens qui chiquaient les batteries très très vite. Donc là, ils ont un peu manqué l'occasion. On peut remplacer la batterie clairement plus facilement qu'avec un arrière en verre, qu'il faut de la chaleur, retirer la glu et tout ça. Parce que là, il suffit juste de dévisser et hop, vous avez accès. Mais c'est quand même pas aussi facile que, oui, les téléphones de là, je ne sais combien d'années. Donc pour moi, c'est un peu une occasion perdue de la part de Nothing. C'est genre, vu que vous avez de toute façon un arrière qui s'enlève et que vous avez perdu un petit peu de la résistance à l'eau, mettez juste une batterie facilement enlevable à ce moment-là, non? Ou en tout cas, genre juste faites en sorte que oui, il n'y ait pas de glue ou autre chose, utilisez peut-être juste des vis encore une fois, je sais pas. Pour moi, c'est vraiment une occasion perdue de la part de Nothing ici, donc peut-être pour un CMF Phone 2.0 ou autre chose. Ensuite, on a une news par rapport à Nvidia qui a fait une bonne chose pour les utilisateurs Linux. Oui, je sais, c'est très étonnant parce que Nvidia n'a jamais été très connu pour aimer la communauté Linux, alors que ils en ont vraiment besoin, notamment tous les data centers qui calculent des modèles d'IA tournent sous Linux. Mais bon, bref, dans tous les cas, Nvidia va tout simplement rendre leur driver open source sur Linux et à partir de la release R560, ils vont même pousser la plupart des GPU modernes Nvidia sur cette version open source de leur driver. La version propriétaire existera toujours si vous en avez besoin, notamment pour des vieux GPU, mais oui, pour les nouveaux GPU, normalement, ce sera une version open source. Alors, le driver sera open source, mais les parties propriétaires d'NVIDIA qui ne veulent pas forcément, on va dire, rendre open source, seront toujours cachées, ou plutôt offusquées dans un firmware qui sera inclus dans le driver, donc tenez-en compte, ce ne sera pas vraiment totalement open source, mais le fonctionnement même du driver sera open source, et ça c'est plutôt une bonne chose, parce que ça permettra notamment de corriger des problèmes, d'aider les gens à pousser des fixes et tout ça, pour justement améliorer le driver. Donc, globalement une bonne chose, mais voilà, c'est pas totalement open source, tenez-en compte. Donc, on va voir si
dans le futur, ils continuent d'améliorer un petit peu la chose. Mais une chose est sûre, c'est une très bonne chose pour les utilisateurs Linux. Et juste pour dire à quel point des fois Nvidia a été mauvais avec la communauté Linux, vous avez même Linus Torvald qui est le créateur de Linux qui avait... il y a une vidéo très populaire de lui où littéralement il est à une conférence ou je sais pas quoi et il fait fuck Nvidia et il leur fait un doigt d'honneur. Donc c'est juste pour dire à quel point oui, ça a toujours été un petit peu compliqué entre Linux et Nvidia alors que littéralement ils ont besoin de l'un de l'autre. Et ils sont même, genre, Nvidia est certainement l'un des plus gros utilisateurs de Linux dans le monde. Donc, c'est assez ironique quand on y pense. Enfin bref, on verra bien ce que ça donnera, mais une chose est sûre, c'est une bonne chose. Et peut-être que ça aidera aussi les power users qui ont des GPU haute performance sur Linux pour notamment jouer. Peut-être que ça leur permettra de passer justement à des GPU Nvidia plus facilement. En tout cas, ils seront moins frustrés par les drivers propriétaires comme ça. Parce que ce ne seront plus des drivers propriétaires, ce seront des drivers open source. Ensuite, en parlant d'open source, la Suisse a fait quelque chose d'incroyable. Et on ne parle pas ici de chocolat, parce qu'évidemment, la Suisse a le deuxième meilleur chocolat au monde, après la Belgique. S'il y a des Suisses qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas d'accord, je tiens à vous rappeler que vous êtes censé être neutre, donc vous ne pouvez pas participer à ce débat. Oui, quand on décide d'être neutre, c'est jusqu'au bout des choses, hein, je suis désolé. Enfin bref, je rigole évidemment. On a tous un bon chocolat. On peut en tout cas se mettre d'accord que la Belgique et la Suisse ont un meilleur chocolat que la France. Bref, dans tous les cas, la Suisse a tout simplement voté une loi qui oblige tous les logiciels utilisés par l'État, donc peut-être ils utilisent un logiciel, je sais pas moi, d'édition photo, je sais pas quoi, mais tous ces logiciels utilisés doivent être open source tout simplement. Donc le but derrière cette décision, c'est tout simplement permettre de voir ce qui se passe dans le code, tout simplement, de ces logiciels des fois tierces qui sont utilisés par l'État. Et du coup, améliorer aussi la sécurité derrière parce que ça leur permet de vérifier le code, ça permet à la communauté, même juste des agences du gouvernement, de vérifier le code, voir si tout va bien derrière. Donc franchement, c'est une décision que personnellement j'approuve. Ça pousse un petit peu toujours, à chaque fois qu'on voit des trucs open source comme ça, c'est bien l'open source, il n'y a aucun problème, mais c'est juste aussi, ça décharge un peu la responsabilité sur la communauté open source de trouver, genre, c'est en mode, oh, on va rendre le code open source, ok, la communauté maintenant peut faire le travail de sécurité ou le travail de fixer les bugs à notre place. Des fois, il y a certaines entreprises qui utilisent l'open source comme ça, il faut quand même le reconnaître. Mais quoi qu'il arrive, c'est une bonne chose et permettra normalement d'améliorer la sécurité, fixer des problèmes dans tous ces logiciels qui sont utilisés par l'État, ce qui est plutôt important. Et je parle bien des logiciels utilisés par l'État. Ça ne concerne pas tous les logiciels vendus ou utilisés en Suisse. Si vous avez Windows, il sera toujours pas open source. Si vous avez, je sais pas moi, un logiciel d'édition vidéo, mais qui n'est pas utilisé par l'État suisse, évidemment, ce sera toujours en source fermée. Donc tenez-en compte, c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment les logiciels utilisés par l'État, ou en tout cas dans le secteur public. Ensuite, on a une news de Spectral Compute, qui est une société de développement, ils développent des logiciels et tout ça, et ils ont annoncé la bêta de Scale. Qu'est-ce que c'est Scale? Eh bien, c'est un outil qui va permettre aux développeurs de recompiler des programmes pour qu'ils puissent faire tourner des instructions CUDA sur des GPU AMD. Alors pour le moment, cette bêta est seulement disponible sur Linux et techniquement, c'est pas open source, mais il y a une version gratuite que vous pouvez utiliser pour tester. Donc voilà, il faut en tenir compte. Mais oui, ça a déjà été testé et apparemment ça marche hyper bien et ça permet, oui, aux GPU AMD d'utiliser les instructions CUDA parce que CUDA est propriétaire à Nvidia. Et ils ne permettent pas aux autres entreprises de l'utiliser. Donc là, justement, quand on parlait avant des drivers open source, bah évidemment, ça n'inclut pas les instructions CUDA. Ça, c'est toujours propriétaire. Mais du coup, ici, Scale permet de, oui, recompiler des programmes tels que Blender pour permettre d'utiliser CUDA sur un GPU AMD. Et ça permet de booster énormément les performances. Parce que le truc, c'est que beaucoup de programmes sont développés avec CUDA parce que la plupart des professionnels ont une carte graphique NVIDIA, donc on va supporter CUDA. Et après, derrière, les autres méthodes comme OpenGL ou autres, ou OpenCL plutôt, ne sont pas supportées pleinement, ou en tout cas aussi bien que CUDA. Et du coup, OpenCL, c'est ce qu'utilise AMD notamment, et donc ça donne des performances bien moins bonnes sur les cartes graphiques AMD, alors qu'elles sont parfaitement capables d'être aussi performantes. C'est juste qu'elles ne peuvent pas accéder à CUDA parce que c'est propriétaire. Donc là, ça permet de vraiment ouvrir tous ces logiciels à des cartes AMD, ce qui est évidemment une bonne chose. Alors, il faut savoir que ça vient en partie... Alors, c'est une histoire un peu bizarre, mais du coup, vous avez eu un raid, voilà,
plus d'un an, un raid de la police de la concurrence en France, oui, qui a raid les bureaux Nvidia à Paris. Et c'était justement pour en partie cette raison-là, parce que Nvidia, en tout cas le gouvernement français, accuse Nvidia de pratiques plutôt déloyales sur justement leur concurrence, sur le fait que notamment, par exemple CUDA, ça marche qu'avec les cartes graphiques Nvidia et personne d'autre peut l'utiliser. Et du coup, ça incite les développeurs, ça incite même n'importe quel professionnel à juste acheter une carte graphique Nvidia alors qu'il pourrait tout à fait utiliser une autre carte graphique. Et du coup, ce raid chez Nvidia pourrait être aussi en partie la raison pour laquelle Scale peut exister. Parce qu'il y a déjà eu par le passé une autre entreprise ou un autre effort de personnes à faire justement un outil pour recompiler des applications pour que ça fonctionne avec Coda. C'est juste que Nvidia a juste littéralement détruit le projet. Genre, ils étaient en mode, non, vous pouvez pas faire ça, ils l'ont détruit. Donc ici, la raison certainement pour laquelle Scale a pu sortir et que l'entreprise qui développe Scale a pu le sortir, c'est qu'ils savent que, oui, Nvidia est dans la mouise avec le gouvernement français. Et je tiens pour ceux qui ne savent pas aussi, j'en ai pas parlé du coup dans un texte à machin en réalité, mais si le gouvernement français trouve Nvidia coupable, il pourrait leur faire payer 10% de leurs revenus globaux. 10% de leurs revenus dans le monde. Et je rappelle qu'Nvidia est l'entreprise la plus cotée en bourse à l'heure actuelle. Ils ont des revenus énormes, donc c'est énormément d'argent. Donc certainement, comme Nvidia est un petit peu les mains liées maintenant, parce qu'ils ont clairement fait des pratiques déloyales envers leurs concurrents, un outil comme Scale peut exister enfin, parce que si Nvidia décide de l'arrêter, ça pourrait être une preuve en plus qu'ils font des techniques déloyales, tout simplement. Donc j'espère en tout cas pour les développeurs de Scale que ça ira bien, qu'Nvidia va pas juste frapper avec leur énorme marteau de la déloyalisation, c'est pas très français. Enfin bref, j'espère qu'Nvidia va pas arrêter ce projet-là parce que c'est une bonne chose. Alors encore une fois, c'est pas open source, mais au moins c'est un effort qui va permettre aux utilisateurs de GPU AMD de enfin utiliser pleinement des logiciels qui sont normalement prévus pour CUDA. Et ça, c'est une bonne chose. Ensuite, on a une autre news par rapport à Intel qui a évidemment beaucoup de problèmes avec leurs processeurs de 14e génération. Et du coup, ils se sont dit, vous savez quoi, on a des problèmes avec nos processeurs. La solution, c'est de sortir des nouveaux processeurs de 14e génération qui pourraient avoir exactement les mêmes problèmes. Mais non, on va aussi les rendre pires parce qu'on va retirer les cœurs haute efficacité énergétique. Excellente solution. Donc oui, Intel va sortir des 14901 KE. Le E pour dire qu'il n'y a pas de cœur haute efficacité énergétique. Donc ils ont juste 8 cœurs haute performance et c'est tout. Et on peut le voir dans la charte ici. Donc ça donne un Core i9 qui a, au lieu d'avoir 24 cœurs, 32 threads, il a 8 cœurs, 16 threads. Alors c'est les meilleurs cœurs, donc c'est une bonne chose. Ça veut dire que techniquement, il pourrait même être meilleur dans certains jeux. Donc ça pourrait être étonnant. Mais oui, globalement, ça donne quand même un processeur moins bon, en fait. Parce qu'on ne sait pas encore le prix. Alors, ces processeurs sont destinés pour le marché des PC, des intégrateurs PC. Donc, ce ne sera pas pour vous, pour aller acheter quelque part en boutique. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que, encore une fois, c'est des processeurs assez bizarres. Mais ça va quand même mener à des situations où, oui, aussi bien vous allez aller dans un... Monsieur tout le monde va aller dans un magasin, il n'y connaît rien en processeur, il voit, ce PC là, il a un Core i9 14901 KE. 14900K, c'est le meilleur de chez Intel, non? Et puis il achète le PC et en fait, il a ça, quoi. Donc, déjà un problème là-dessus. Maintenant, un autre truc que je comprends pas, c'est pourquoi il y a un 1 dans le nom. Parce qu'ils vont sortir un 14901 KE. Pourquoi? Ils auraient pu juste faire un 14900 KE, puis ça aurait été bon, en fait. Pourquoi mettre un 1 dedans? Je comprends pas. Et vous avez aussi... Alors, ils ont tous une partie graphique, du coup, parce que, encore une fois, Intel met un F quand il n'y a pas de partie graphique. Ils mettent un K quand c'est un modèle overclockable. Et là, ils vont mettre un E, du coup, quand il n'y a pas de cœur haute efficacité énergétique. Il y a un T aussi pour les modèles plus efficaces au niveau énergétique, genre l'entièreté du processeur est efficace au niveau énergétique. Donc c'est vraiment, il me semble, les modèles T, c'est pas les modèles T, non, c'est pas une voiture créée par Ford ici dans ce cas-là. Les modèles T ici, c'est des modèles 65 watts si je me souviens bien, donc vraiment pour des PC normalement qui consomment beaucoup moins. Et du coup, oui, ça donne une situation un peu bizarre. Vous avez des KE, vous avez des E, vous avez des TE.
Et vous avez même un Core i5, ben oui, ici, je l'ai vu en dessous, voilà. Vous avez un Core i5 14401 EF. C'est le EF. Et il a du coup pas de cœur efficace énergétique et il n'a pas de partie graphique apparemment. Donc voilà. Ça aurait été marrant qu'ils sortent un Core i9 du coup overclockable, sans les e-cœurs et sans le GPU. Parce que là, ça aurait donné un 14901 keuf. Un KEF, un keuf. Voilà, ça aurait été intéressant. Enfin bref, pour ceux qui se demandent réellement, je blague ici pas mal, mais pourquoi ils existent? Certainement pour recycler des processeurs qui étaient juste pas bons. Bien souvent, quand vous fabriquez des processeurs, vous avez un énorme morceau de silicium en rond comme ça, un disque. Vous gravez les processeurs avec une machine très compliquée qui est fabriquée surtout aux Pays-Bas. Et du coup, surtout ce morceau de silicium, déjà tous ceux qui sont en bordure du silicium, évidemment, comme c'est un cercle, et que bien sûr les processeurs sont carrés, ben, tous ceux-là sont pas bons, donc ils sont juste recyclés. Et puis de temps en temps, certains au milieu, ben, il y a eu un problème, il y a peut-être juste une petite imperfection dans le silicium autre chose, et certains sont juste pas bons. Et en général, c'est seulement 10 à 20%, des fois ça peut être pire quand le processus de gravure n'est pas très stable, mais c'est en général 10 à 20%. Et donc ces processeurs-là, des fois, ceux qui sont vraiment pas bons ici qu'on parle, des fois, comme ils sont vraiment pas bons, oui, ils doivent les jeter ou les recycler. Ou des fois, juste, ils désactivent une grosse partie de ces processeurs-là. Alors, il y en a certains qui deviendront peut-être des Core i3, d'autres qui, avec un défaut plus petit, deviendront des Core i5, d'autres avec un défaut encore plus petit, juste peut-être un tout petit défaut, ça deviendra peut-être des Core i7, parce qu'il y a juste ouais, un des cœurs haute efficacité énergétique qui ne marche pas, donc hop, il le désactive, il désactive quelques autres à côté, et hop, c'est un Core i7. Mais là, du coup, peut-être que oui, ils ont accumulé plein de morceaux de silicium qui auraient pu devenir des Core i9, qui ont juste trop de problèmes avec les hackers. Peut-être que les hackers sont totalement mauvais, quoi. Et ça arrive souvent parce que Intel a produit des processeurs pendant des mois et des mois. Ça fait pratiquement un an que les Core i9 14e génération sont sortis, il me semble. Donc ils en ont accumulé pas mal, certainement, ces processeurs-là. Donc ils se disent, hey, au lieu de les jeter, bon, on va les recycler comme ça. On va juste désactiver les hackers et puis hop, voilà, on a un nouveau processeur. Donc c'est très utilisé sur le marché, hein. Vous avez AMD le fait aussi, Nvidia le fait aussi, tout le monde le fait. C'est pas très étonnant. Mais ici, on va dire c'est une version beaucoup plus agressive en quelque sorte, parce que là, carrément, oui, désactive tous les hackers. Ça fait quand même une bonne partie du silicium qui est désactivé, donc ma foi, voilà. On verra bien ce que ça donnera. Une chose est sûre, vous ne pourrez pas les acheter de toute manière, parce que ce sera seulement dans des PC pré-configurés. Ensuite, on a Asus qui a sorti la ROG Ally X, qui est une ROG Ally légèrement améliorée. Le processeur reste le même, basiquement, donc pour moi, c'est un petit peu dommage, je trouve. Mais vous avez quand même des grosses upgrades, notamment la batterie est fait x2. Genre, ils sont passés de 40 Wh à 80 Wh, ce qui est énorme dans une console portable comme ça. Personnellement, je trouve ça assez abusé. Ils ont passé aussi à 24 Go de RAM. Donc, ça doit être de la LPDDR5X, si je me souviens bien, qui est aussi plus rapide. Ils sont à plus de 7500 mégatransferts maintenant, alors qu'avant, ils étaient à 6600, 6500, un truc dans le genre. Donc, cette RAM un peu plus rapide aide un petit peu dans certains jeux, mais sans plus. Ils ont aussi, du coup, rechangé un petit peu la disposition interne des composants. Notamment, ils utilisent des plus petits ventilateurs, mais qui sont apparemment plus efficaces, et ça semble être confirmé. Du coup, ça leur donne plus de place pour la batterie. Ils ont aussi réagencé les choses pour pouvoir permettre de mettre un SSD full taille, donc un SSD M.2 2280, donc c'est les plus grands. Donc ça, c'est une très bonne chose. Si pour ceux qui veulent mettre un max de stockage, vous pouvez même maintenant mettre des SSD de 8 Tera dedans, si vous le voulez, hein. Et aussi, ils ont rajouté plus de ports en supprimant le port XG Mobile, qui était ce port propriétaire Asus qui permet de connecter des eGPU. Donc, est-ce que ça indique la fin du XG Mobile? Peut-être. Selon moi, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de potentiel, mais c'est juste que Asus ne l'exploite pas à fond en sortant vraiment un dock GPU qui utilise ça. Vraiment dommage. Mais dans tous les cas, oui, il n'y a plus de port XG Mobile ici. Vous avez 2 ports USB Type C à la place. Donc, ouais, c'est en réalité une bonne amélioration de la console, mais elle vient avec un prix augmenté de 799 $, donc il me semble un peu plus de 800 €. Et du coup, vous avez toujours l'ancienne ROG Ally, non X ici, qui est toujours disponible et qui va même baisser de prix. Donc, à ce prix-là, est-ce que ça vaut vraiment la peine?
discutable. Je dirais que c'est surtout intéressant pour quelqu'un, évidemment, qui n'a pas une roguelike, parce que si vous en avez déjà une, ça ne sert à rien. Mais si vous n'avez pas une roguelike, vous êtes toujours très intéressé par ces consoles, et que vous voulez une console qui dure longtemps au niveau batterie, parce qu'elle va durer réellement plus longtemps au niveau batterie que la plupart des autres, peut-être, éventuellement, ça peut valoir la peine. Après, moi, je dirais de vraiment attendre. Moi, personnellement, j'aimerais en acheter une, mais je me dis que AMD va sortir quelque chose de plus intéressant au niveau processeur, et notamment, là, on est à juste quelques jours de la sortie des nouveaux APU AMD mobiles qui vont avoir un GPU RDNA 3.5 qui va être plus puissant. Donc j'ai juste envie de dire, pourquoi acheter une console maintenant qui va être dépassée, en tout cas il va être en partie obsolète dans littéralement moins d'un mois. Donc yep. Moi je vais juste attendre voir. Par contre s'il faut une roguelike 2 et qu'elle utilise du coup toutes ces améliorations avec la batterie de 80 watts et tout ça, et elle utilise un nouveau CPU AMD, là ça pourrait être très intéressant selon moi. Mais on verra bien. En attendant, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur cette roguelike X. Intéressante, mais yep, peut-être pas sortie au meilleur moment. Ensuite, on est à seulement quelques jours encore une fois de la sortie des nouveaux processeurs AMD, notamment les Ryzen 9000, et vous avez un YouTuber italien du nom de Salitech qui a sorti un test rapide d'un Ryzen 9 9900X face à un 7800X 3D. Alors c'est ici du coup le modèle 12 cœurs, je rappelle, face au modèle 8 cœurs avec cache 3D. Et de ce qu'il a vu dans les tests, oui, le 7800X 3D reste meilleur dans les jeux vidéo. Ce qui seulement n'est pas très étonnant. On a vu la même situation, si vous vous rappelez, à la sortie des Ryzen 7000 face au 5800X 3D, qui restait meilleur dans les jeux vidéo. Alors, meilleur dans les jeux vidéo ne veut pas dire meilleur dans le reste des autres tâches, tenez-en compte, parce que c'était aussi le cas avec les Ryzen 7000, ils étaient meilleurs dans les tâches professionnelles. C'est juste que ce cache 3D profite vraiment aux jeux vidéo derrière. Et j'ai vu aussi un test récemment de Hardware Unboxed qui était très intéressant. Ils sont amusés à tester l'importance du coup de la vitesse de la RAM sur les plateformes AM5, parce que maintenant les plateformes AM5 vont supporter des plus hautes vitesses de RAM. Hein, et du coup, ce qui était assez intéressant, c'est que dans leur test de Hardware Unboxed, j'en parle vite fait, c'est le fait qu'ils ont trouvé que oui, les modèles X3D étaient moins affectés par la vitesse de la RAM. Et c'est certainement dû au fait que cet énorme cache sur le processeur permet de décharger en partie l'importance de la RAM. Parce que comme ils ont un énorme cache, certaines choses sont beaucoup plus stockées sur le processeur, ne sont pas stockées sur la RAM, et du coup, si cette RAM est moins rapide, ça affecte moins les performances. Donc ça, c'était plutôt intéressant. N'hésitez pas à vraiment checker la chaîne Hardware Unboxed si vous parlez anglais, ils font des très bonnes vidéos. Bref, dans tous les cas, rien d'étonnant ici. Après, tenez compte qu'on est toujours avant la sortie, donc moi j'attends avec impatience évidemment la sortie pour voir ce que ça donne, mais je suis sûr et certain, et pour moi ce ne sera pas étonnant que oui, le 7800X 3D sera certainement toujours le meilleur processeur pour les jeux vidéo, en attendant la sortie d'un futur 9800X 3D, je ne sais pas comment il sera appelé, mais yep. C'est là où vraiment on aura son vrai remplaçant. En attendant, les Ryzen 9000 seront certainement plus intéressants pour plus les gens qui ne jouent pas forcément des jeux vidéo, qui sont professionnels, ou juste les gens qui veulent un modèle Seeker, parce qu'il y aura évidemment le 9600X. Après, le 7800X 3D devrait baisser de prix aussi, donc à voir. Alors, j'allais parler d'une news comme quoi certains exemplaires de tests de Ryzen 9000 n'ont toujours pas été envoyés aux testeurs de processeurs. Or, il y en a très peu en réalité dans le monde parce que pour diverses raisons, AMD n'est pas le meilleur à envoyer des exemplaires de tests à tout le monde. Mais ici, en réalité, ce délai vient aussi d'un problème avec les Ryzen 9000 juste avant leur lancement et du coup, leur lancement a été retardé. Donc, sur cette news de VideoCast, on peut voir que la nouvelle date de lancement sera le 15 août au lieu du coup du 31 juillet. Donc un délai de seulement 2 semaines, ça va encore. Apparemment, certains processeurs, notamment les Ryzen 5 et Ryzen 7, pourraient même sortir plus tôt, donc le 8 août, donc ça c'est un petit peu bizarre. Après, j'ai pas forcément vu de confirmation pour ça, donc tenez-en compte. Alors selon un communiqué d'AMD, ils ont trouvé un problème sur une faible quantité de Ryzen 9000, mais juste pour être sûr, ils ont tout simplement décidé de faire revenir tous les Ryzen 9000 qui ont été livrés jusqu'à maintenant pour envoyer tout simplement le prochain batch qui sont sûrs où il n'y a pas le problème. Donc, ils ont vu ce qui s'est passé avec Intel, probablement, et ils se disent « Oh, on doit faire attention et on va être sûr d'envoyer des processeurs qui n'ont pas un problème, qui devront être fixés via une mise à jour BIOS ou autre après. »
Donc, on ne sait pas exactement ce que c'est ce problème, il ne précise pas, on ne le saura peut-être jamais, mais une chose est sûre, le lancement est du coup décalé de 2 semaines au maximum en tout cas, et on verra bien ce que ça donnera d'ici 2 semaines. Ce qui va être intéressant de voir aussi, c'est d'ici 2 semaines, peut-être qu'on aura aussi le fixe des processeurs Intel. Et peut-être que ce fixe va réduire en partie les performances et du coup, ça devrait changer un petit peu les tests qui vont sortir. Donc ça devrait être intéressant. Donc ma foi, rendez-vous le 15 août. Ensuite, une petite news rapide, c'est que Adata a sorti un nouveau SSD PCI Express 5.0 x 4. Et la particularité de ce SSD en réalité, c'est le fait que vous pouvez voir, oui, il a un ventilateur. Ça, c'est pas très étonnant pour les SSD PCI Express 5.0 parce que il chauffe à mort, mais c'est surtout que le fait que ce ventilateur n'a pas de câble externe. Vous le branchez dans un slot M.2 et il utilise l'alimentation électrique du slot pour faire tourner le ventilateur. Donc ça, en réalité, c'est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire que vous avez plus besoin de brancher un câble qui dépasse autre chose. Parce que, je peux vous dire, j'ai déjà vu des SSD PCI Express 5.0 avec un vieux câble qui sort que vous devez brancher. Ça fait penser au premier... Bah, en réalité, non. Oui, ça fait penser au premier kit de RAM RGB qui avait aussi un câble RGB qui sortait de la RAM. C'était juste dégueulasse à voir. Mais du coup, pour ceux vraiment qui se demandent, avez-vous besoin d'un SSD 5.0 ou un SSD plutôt PCI Express 5.0, ben, c'est une question assez complexe qui requiert quand même pas mal de réflexion pour répondre. Et la réponse est non, pas du tout en fait. Vraiment, mais alors pas du tout. Dans les jeux vidéo, ça va rien changer. Oui, l'écran de chargement chargera juste légèrement plus rapidement. Dans les tâches professionnelles, par contre, oui, ça peut faire la différence. Mais je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo, ça ne vous profitera pas. Donc, tenez-en compte. Voilà. Laissez la technologie s'améliorer parce que pour le moment, une des raisons aussi pour laquelle ils chauffent énormément, qu'ils ont besoin d'un ventilateur, c'est le fait que le contrôleur qui est sur ce SSD, qui est littéralement un microprocesseur, hein, c'est un microprocesseur sur le SSD qui gère juste toutes les données, ben ce microprocesseur chauffe énormément parce qu'il y a juste tellement de données qui passent à travers. Donc d'ici quelques années, la technologie va s'améliorer, ces microprocesseurs vont être améliorés, vont être gravés dans une meilleure finesse de gravure, et normalement, peut-être qu'on n'aura plus besoin de ventilateur à ce moment-là. Donc moi, je dirais juste, attendez, franchement. Et enfin, une petite dernière news, c'est par rapport à Nvidia, qui devrait repousser la sortie des RTX 5000. Donc oui, pour ceux qui s'attendaient à les avoir, il y avait des rumeurs comme quoi ils pourraient... En réalité, il y avait vraiment des rumeurs plutôt solides qui pourraient les annoncer lors de la Gamescom, ce qui serait tout à fait logique. Il y a aussi le fait que Blackwell, pour data center, doit arriver en fin d'année. Et du coup, Nvidia voulait sortir les deux architectures, donc la version serveur et la version PC fixe, ou plutôt grand consommateur en même temps. Mais ouais, visiblement, ça va pas être le cas. Et donc, ça va être retardé à 2025. Et pour faire un petit peu un récapitulatif des sorties GPU, du coup, ben, les Intel Arc B-Series, donc Battle Mash, ce sera les prochaines, qui selon moi devraient être plutôt intéressantes, parce que première génération, ok, mais deuxième génération, c'est toujours celle qui est la plus intéressante, et la troisième, en général, c'est celle qui est nickel. Ça devrait arriver en 2025. Les GPU AMD RX 8000, basés sur RDNA 4.0, devraient sortir début 2025, soit Q1, Q2, donc trimestre 1 ou 2. Donc oui, c'est assez dommage. Et je rappelle aussi que pour le moment, les RX 8000, apparemment, il n'y aura pas de carte plus puissante qu'une 7900 XTX. Donc oui, ce sera juste des cartes milieu de gamme. Donc ça, il faut voir. Ça peut être... La dernière fois qu'AMD a fait ça, ça a été discutable. Donc on verra bien. Encore une fois, AMD aime bien se tirer des balles dans le pied des fois. Je pense Nvidia est le pire ennemi d'AMD. Après AMD, parce qu'AMD aime bien se tirer des balles dans le pied, surtout au niveau GPU. Enfin bref. Et puis les RTX, du coup 5000 pourraient sortir au CES 2025, qui est le Consumer Electronics Show qui se passe en janvier. Donc on verra bien. En attendant, il y a plein de processeurs qui sortent. On a aussi les nouveaux Core Intel en fin d'année. Mais à côté de ça, on a littéralement aucun nouveau GPU. Donc, à mon avis, les ventes de CPU vont pas être incroyables parce que littéralement, les gens n'ont aucune raison de mettre à jour leur PC. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Tech Samash aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, pour laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, pour laisser un pouce rouge. N'hésitez pas à checker le doc de vente afin de me débarrasser de ces produits qui prennent de la place sur mes étagères. Et aussi, ça permet de financer un petit peu en partie la chaîne, mais surtout payer les factures d'électricité que je viens de recevoir, qui est juste énorme. Le prix de l'électricité en Belgique, ouf. Yep, c'est pas trop ça. Donc, merci d'avance si vous achetez quelque chose sur le doc de vente. Merci.